Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire régional proposé par les chambres de commerce et d'industrie en Pays de la Loire. Donc sur la thématique pourquoi et comment lancer une démarche d'éco-conception en entreprise. Donc ces webinaires sont organisés dans le cadre notamment de nos actions sur l'économie circulaire avec le soutien financier de l'ADEME et dans le cadre de la TRIA. Donc, merci à tous de votre participation. Vous êtes assez nombreux connectés aujourd'hui et sans doute plus à nous rejoindre et voir en replay. Et donc, on est vraiment ravis de prendre ce temps d'échange aujourd'hui sur l'éco-conception avec vous pour vous donner envie de vous engager peut-être sur ce sujet ou en tout cas d'en savoir un petit peu plus. Donc, je suis Juliette Astoul, chef de projet économie circulaire éco-conception à la Chambre de commerce et d'industrie, référente éco-conception au niveau régional pour les CCI et présent aussi avec moi du coup donc je te laisse te présenter. Alan Lerouzic, conseiller éco-conception à la Chambre de commerce et industrie également. Bonjour à tous. Donc, on va animer à deux le webinaire et on aura aussi la chance, du coup, comme vous l'avez vu dans le programme, d'avoir le témoignage de l'entreprise MBPAC avec la participation donc, de Aurélie Cordet qui interviendra tout à l'heure dans le webinaire. Juste en introduction, m'excuser d'avance si j'ai un petit peu une voix ou des problèmes de tout. Voilà, je suis Covidée, mais pas d'inquiétude, je suis à l'isolement, donc tout va bien. Donc, on va avoir 4 temps ensemble aujourd'hui. Pourquoi l'éco-conception? Comment mener une démarche d'éco-conception? Le témoignage de l'entreprise MBPAC et ensuite vous donner des infos sur les dispositifs d'accompagnement qui sont possibles et disponibles en Pays de la Loire. Donc, c'est parti. Pour commencer, on voulait juste mieux vous connaître. Alors, on n'a pas la possibilité de se présenter vu qu'on est très nombreux connectés aujourd'hui, mais peut-être savoir votre niveau de connaissance sur l'éco-conception. Donc, normalement, il y a un petit sondage qui vous est proposé pour savoir voilà, quel est votre niveau de connaissance sur le sujet. Est-ce que vous découvrez le sujet? Est-ce que vous avez déjà quelques notions? Est-ce que vous avez participé à des projets, peut-être dans une ancienne entreprise, dans votre entreprise actuelle, ou est-ce que vous pilotez régulièrement des projets dans le cadre de vos activités professionnelles? Super, on va vos réponses petit à petit. Je vous laisse quelques... Voilà, donc là, c'est dans l'onglet conversation, ou sinon vous avez une fenêtre qui s'affiche. Pour y répondre, hein, une fenêtre à part. Super, merci de vos réponses. On voit que principalement ça bouge encore, pour 54-55%, vous avez déjà quelques notions sur le sujet, donc ça va être l'occasion d'approfondir un petit peu le sujet. Certains découvrent ou certains ont commencé à participer à des projets. Donc, c'est bien le but de ce webinaire, de vous donner quelques clés et de vous sensibiliser pour aller plus loin sur vos démarches d'éco-conception. Alors, pourquoi l'éco-conception? Quelles sont en fait les raisons, les bénéfices des entreprises à engager ce type de démarche? Vous êtes peut-être dans une des deux situations, soit comme Nicolas, qui est responsable produit, et qui a un donneur d'ordre qui le sollicite et se demande comment il va pouvoir lui répondre alors qu'il ne connaît pas en fait l'impact environnemental de son produit. Mais c'est très important pour pouvoir être répertorié chez ce client-là. Ou alors, comme Laure, qui est responsable produit et marketing, qui voudrait en fait valoriser la démarche de son entreprise, que des actions peuvent être faites ou vont être faites, bien pourquoi pas un label ou autre, et mais elle ne sait pas comment, en fait, quel est le score environnemental de ces produits, donc elle souhaiterait le connaître. Et donc en fait, dans ces deux situations, une des solutions possibles, c'est la méthode de l'éco-conception. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans ces entreprises-là, qui leur a permis de répondre à ces questions. Puisqu'aujourd'hui, en fait, si on pose un petit peu la question aux entreprises, là, c'est un baromètre très intéressant qui date alors maintenant de novembre 2020, mais qui a été publié par l'ADEME pour connaître quelles sont les raisons des entreprises qui font de l'éco-conception. Bien sûr, souvent, ça part d'un projet d'entreprise, de conviction personnelle, diront Jean. On voit que c'est le cas pour 64%, mais il y a d'autres raisons qui apparaissent qu'on va détailler juste après, notamment anticiper des futures réglementations, rechercher des nouveaux marchés. Donc, l'éco-conception,
ça répond à de multiples raisons ou à de multiples pressions d'entreprise. Bien sûr, parfois, c'est de diminuer son impact sur l'environnement, diminuer l'impact de son activité sur l'environnement, mais ça peut être d'explorer des nouveaux modèles de consommation, de répondre à la demande de clients, de prendre un avantage concurrentiel, de répondre à des pressions de parties prenantes externes un peu plus éloignées de l'entreprise, de développer sa compétitivité, sa résilience, de donner plus de sens aussi à son activité et faciliter le recrutement, travailler sa marque employeur et améliorer sa rentabilité. Donc, on voit que les entreprises qui s'engagent en éco-conception, les raisons sont vraiment très multiples et diverses. Et on va en détailler quelques-unes qui sont plus importantes actuellement. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, en ce moment dans l'industrie et en Pays de la Loire notamment. Alors, une des raisons, je ne sais pas si certains le sont, certifiés à la norme ISO 14001, il y en a de plus en plus qui ont en ce moment en fait des retours d'auditeurs qui ont parfois des non-conformités, un mineur ou majeur, ça nous parlera à ceux qui sont certifiés ISO 14001, pour non prise en compte justement de la perspective du cycle de vie des produits, puisque c'est une nouvelle exigence dans le cadre de cette norme-là qui implique le management de l'environnement, un système de management environnemental dans l'entreprise. Et donc, l'éco-conception est vraiment une solution puisque ça permet d'atteindre les objectifs de cette norme. Donc ça peut être une des raisons qui amènent des entreprises, notamment industrielles, à faire de l'éco-conception. Une autre raison très actuelle, c'est la problématique des ressources avec deux aspects. On a un contexte en ce moment fort avec des pénuries d'approvisionnement qui est plutôt lié à des problématiques issues du Covid ou géopolitiques en ce moment, mais également la problématique de ressources en tension sur certains secteurs d'activité. Si on prend l'électronique ou l'automobile ou autre, on sait qu'il y a des composants dans les métaux, dans les terres rares notamment, qui sont en tension et donc qui seront de plus en plus coûteuses à aller chercher et de plus en plus difficiles à avoir. Et d'où la question de trouver des moyens pour limiter la consommation de ces ressources et avoir une gestion sobre et efficace. Donc ça, c'est une des raisons aussi des entreprises aujourd'hui d'aller vers l'éco-conception pour maîtriser ses approvisionnements et optimiser ces procédés. Une autre raison très actuelle aussi, on voit partout fleurir de nombreux dispositifs pour noter l'impact environnemental des produits. Vous connaissez peut-être l'application Yuka qui notait le Nutri-Score et ils ont développé maintenant un éco-score qui note l'impact environnemental des produits alimentaires dans cette application. Et il y a d'autres dispositifs plus réglementaires avec l'indice de réparabilité, par exemple, sur certaines familles de produits. Aujourd'hui, les tondeuses, les smartphones, qui est obligatoire théoriquement depuis début 2022 dans le cadre de la loi AGEC, ou l'affichage environnemental qui commence à apparaître dans le secteur textile notamment. Vous avez peut-être vu sur des produits chez Decathlon notamment, c'est une entreprise qui a commencé à l'intégrer. Donc, d'entreprises qui cherchent à communiquer sur leur impact environnemental pour mieux informer et apporter du conseil et du service aux clients. Donc ça, c'est des raisons aussi qui amènent à l'éco-conception, parce qu'il faut pouvoir mesurer le score environnemental, tout en évitant un petit peu l'écueil du greenwashing. Il y a des règles qui existent une fois qu'on fait de l'éco-conception. Même si on ne peut pas faire de l'affichage environnemental, on peut faire autrement et on aura un super exemple avec la démarche qu'a fait MBPAC pour éviter de tomber dans ce greenwashing à juste mettre du vert sur tous les logos. Une autre raison actuelle forte, c'est soit de respecter ou d'anticiper les réglementations, notamment dans le cadre de la loi AGEC, vous en avez peut-être entendu parler, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été promulguée en 2020 en France, et donc on a les décrets régulièrement et donc qui modifie de plus en plus la façon de produire et d'informer les consommateurs par rapport notamment à l'éco-conception. Et puis il y a d'autres trajectoires, que ce soit la loi climat et résilience et stratégie nationale bas carbone ou d'autres trajectoires comme les ODD que vous connaissez peut-être. Je voulais faire un focus sur un point important actuellement, c'est notamment les filières REP. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est le système de filière responsabilité élargie du producteur. Certains payent peut-être une écotaxe ou en tant que consommateur, vous voyez peut-être cette petite ligne en italique quand vous achetez par exemple un téléphone, du coup, qui est l'éco-contribution que vous payez
en fait, c'est le metteur sur le marché qui répercute aux clients cette petite écotaxe. Et donc, de plus en plus de familles de produits vont être soumis à ce système-là de filière REP. En France, on avait une quinzaine de filières REP. Et dans le cadre de la loi AGEC, il y a 10 nouvelles familles de REP qui vont apparaître dans les 5 prochaines années. Donc là, vous avez le graphique avec les familles. Et du coup, ça implique notamment ces filières REP que quand vous payez l'écotaxe à l'éco-organisme, vous ayez aussi mis en place des actions d'éco-conception. En tout cas, l'intérêt de faire de l'éco-conception, c'est que vous allez pouvoir aller chercher une éco-modulation de cette taxe-là. Et donc, il y a tout un intérêt de prendre en compte cette vision large du cycle de vie de vos produits par rapport à cette pression réglementaire des filières REP. Ça peut être aussi parce que vous êtes dans un secteur qui aujourd'hui est un petit peu parfois pointé du doigt et donc pour répondre à la pression de parties prenantes externes, que ce soit l'électronique, le textile, le plastique ou les transports, on sait aujourd'hui qu'il y a des secteurs où il y a plus de pression, on va dire, de la société. Mais heureusement, ces secteurs-là bougent et il y a de nombreuses actions aussi qui sont faites pour avancer. Et enfin, une autre raison, c'est aussi travailler à sa marque employeur. Puisque les nouvelles générations, on l'entend de plus en plus, les étudiants aussi qui sortent des grandes écoles priorisent autrement leur choix professionnel et peut-être refusent parfois maintenant de rejoindre des entreprises dites polluantes. En tout cas, plus vous intégrerez ces enjeux environnementaux, plus il y aura de facilité à recruter ou à fidéliser et améliorer la qualité de vie au travail ou peut-être donner du sens aussi du coup à vos équipes ou au sein de votre entreprise avec des projets transverses. Donc ça, c'est de nombreuses raisons qui amènent à l'éco-conception et on voit que les bénéfices sont du même ordre, notamment au niveau économique, je l'ai moins détaillé, mais ce qui a été étudié, là c'est un condensé des études disponibles, c'est que notamment pour toutes les entreprises, il y a une augmentation du chiffre d'affaires avec l'éco-conception de 7 à 18%. Après, il y a d'autres éléments qu'on peut regarder, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent le coût total de possession du produit pour le client a diminué. Donc ça, c'est assez intéressant de l'observer dans le cadre de toutes les démarches. Et pour les entreprises qui en ont fait, souvent, elles constatent que c'est bien perçu par leur marché ou par leurs clients pour aussi améliorer leur image et la notoriété de l'entreprise de façon large. Donc ça, c'est d'autres bénéfices aussi après plutôt sociaux qui peuvent être amenés par les démarches d'éco-conception. Donc, c'était pour faire un résumé des raisons et des motivations des entreprises. Et donc, vous vous demandez sans doute maintenant comment lancez-vous une démarche si vous avez envie ou si vous voyez que vous êtes dans un secteur où il y a des pressions à aller faire l'éco-conception. En fait, l'éco-conception, c'est vraiment une méthode qui va vous permettre de repenser votre offre, vos produits et vos services et d'intégrer l'environnement à différents niveaux. C'est une méthode, donc ça veut dire que c'est structuré, on a une démarche à suivre et donc vous allez avancer de façon guidée petit à petit. Alors forcément, ça englobe un périmètre large d'action, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'intégrer l'environnement autant au niveau de la conception de vos produits, autant au niveau marketing qu'au niveau stratégique. Alors, chaque entreprise commence par des niveaux d'entrée différents, des niveaux d'intégration de l'environnement, mais c'est ce qui est intéressant et c'est pourquoi c'est des démarches qui sont vraiment, c'est une approche assez systémique de l'environnement en entreprise, l'éco-conception. Ce qui m'amène juste après à vraiment évoquer qu'il y a des liens très étroits, clairement, entre l'éco-conception en tant que telle et l'économie circulaire et la RSE. Voilà, souvent, on a des questions d'entreprise, comment on s'y retrouve entre toutes ces démarches. En fait, elles vont dans la même direction, c'est des trajectoires communes. L'économie circulaire, sur l'axe de l'offre des acteurs économiques, l'éco-conception, c'est un vraiment moyen de travailler ses produits, ses procédés. C'est dans ce sens-là où c'est très intéressant, ça fait partie d'un des 7 piliers d'action en économie circulaire. Et c'est souvent là qu'une entreprise, quand elle fait son bilan carbone, elle se rend compte qu'elle a le plus d'impact. C'est sur les matières premières qu'elle transforme et les produits qu'elle met sur le marché, d'où l'intérêt d'intégrer cette méthode de l'éco-conception. Et clairement, l'éco-conception, ça s'intègre et ça alimente, ça nourrit une stratégie de RSE si vous en avez une, ou alors vous en mettrez peut-être une en place après. En tout cas, sur le pilier, notamment environnement ou lien avec les fournisseurs ou d'autres aspects, ça vient vraiment nourrir avec des actions pragmatiques votre démarche de RSE. Donc, c'est vraiment cette idée-là en éco-conception de repenser, en fait, de prendre du recul
repenser son produit avant d'optimiser par rapport aux boucles qu'on peut faire en économie circulaire. Donc, ça va être de diminuer la quantité de matière, par exemple, d'allonger la durée de vie, de faciliter le réemploi, la réparation, le recyclage, de développer des nouveaux concepts, d'optimiser les techniques de fabrication ou d'optimiser la fin de vie. Donc, il y a de nombreuses actions possibles. C'est ça qui est passionnant quand on commence des démarches d'éco-conception en entreprise, mais vraiment en se disant on repense dès la base, on ne cherche pas à optimiser, on n'est pas dans des phases de recyclage, hein, on est vraiment sur de l'optimisation, on repense avant d'optimiser. Pourquoi c'est important? Parce que dès la phase en fait, où on conçoit un produit, c'est là où on pose et on détermine 70 à 80% des impacts de ce produit sur l'environnement. C'est dès la phase de conception qu'on détermine l'ensemble des impacts qu'il y aura par la suite, d'où l'importance de la méthode de l'éco-conception. Et c'était pour arriver à vous donner une définition. Donc l'éco-conception, ça consiste vraiment à intégrer l'environnement dès la conception en ayant cette vision du cycle de vie qu'on va vous détailler juste après. Et ça revient à ajouter finalement le critère environnement dans une démarche globale d'entreprise que vous avez l'habitude de pondérer, où on pondère les enjeux économiques, fonctionnels, esthétiques, techniques ou autres, en fait. On rajoute juste le critère environnement. Donc, c'est vraiment ça que propose l'éco-conception. Maintenant, je laisse la parole à Alan pour détailler 5 principes clés en éco-conception. Alors, comme vous l'avez compris par rapport à ce que vient de dire Juliette, la première approche à savoir pour l'éco-conception, c'est vraiment une approche produit ou service et non pas une approche entreprise. Comme on l'a évoqué juste avant, contrairement à un RSE ou bilan carbone, on va regarder l'impact environnemental de l'entreprise. Ici, on va regarder vraiment l'offre en elle-même, qui est le cœur de métier de l'entreprise et du coup, à travers l'impact de sa chaîne de valeur de fabrication, tu peux continuer, tout au long de son cycle de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder l'impact environnemental, notamment chez les fournisseurs de matières premières, la fabrication, le transport, lors de la phase usage également chez le client et la fin de vie. Ensuite, oui, tu peux changer. Hop. Ensuite, quand on parle de mesurer l'impact environnemental, on parle pas seulement d'un seul impact, mais vraiment de multi-critères d'impact environnemental. Donc, on va regarder notamment les gaz à effet de serre, la consommation d'énergie non renouvelable, la consommation des ressources rares, etc. On va essayer de diminuer l'impact sur les différents dommages, que ce soit écologique, santé ou diminution des ressources. Et pour ça, en éco-conception, on va réfléchir à des nouvelles stratégies, des nouvelles actions à mettre en place dans une approche de compromis. On ne va pas chercher à diminuer l'impact environnemental sans prendre en compte tout ce qui concerne la rentabilité de l'offre, que ce soit économique, aussi qualité, les attentes clients. Voilà. Donc, ça fait partie du coup pour l'aide à la décision des stratégies, enfin, pour essayer de choisir nos stratégies à mettre en place. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc, c'est vraiment une histoire de compromis. Et dans ces choix aussi d'actions à mettre en place, on va éviter le plus possible les transferts d'impact. Par exemple, si on diminue sur ce produit A l'impact environnemental de la phase fabrication, on va essayer d'éviter pour que notre nouveau produit augmente les impacts sur la phase de matière première ou fin de vie, par exemple. Et que ce soit aussi non plus, j'ai oublié de préciser, un transfert d'impact entre les différents critères. Là, on ne le voit pas ici, mais si on diminue l'impact effet de serre, on va essayer d'éviter d'augmenter l'impact acidification des océans, par exemple. Alors, on vous a cité des termes assez complexes, peut-être de noms techniques d'impact sur l'environnement. N'ayez pas peur. Petit à petit, vous devenez assez vite familier. Puis souvent, surtout, on garde certains critères d'impact par secteur d'activité. En tout cas, certains vous parlent, je pense, tout ce qui est changement climatique ou notamment et gaz à effet de serre. La méthode, en fait, elle est vraiment structurée en éco-conception. Après, chaque entreprise fait sa démarche, mais il y a un élément qui est vraiment au cœur, en fait, qui va être à un moment donné, trouver une façon de mesurer les impacts. C'est ça qui est propre à l'éco-conception, vraiment avec ce qu'on a appelé une ACV, une analyse du cycle de vie, ou une évaluation environnementale. Il y a différents outils pour le faire. Et voilà, il y a des logiciels qui existent avec des bases de données où les entreprises se créent leurs propres outils. Il y a plein de façons de faire. En tout cas, cette partie-là, vraiment de mesurer avant de pouvoir décider d'arbitrer
est vraiment très importante en éco-conception. Et on va aussi vérifier à chaque fois, donc c'est vraiment un procédé qui est itératif et d'amélioration continue, que on s'améliore bien d'une itération en itération, d'une boucle à une boucle en éco-conception. Alors, pour lancer votre démarche, on a résumé 5 points clés qui nous paraissaient importants pour vraiment réussir le lancement. Bien sûr, c'est tout d'abord en fait de bien comprendre le contexte de votre entreprise et d'identifier les enjeux, c'est-à-dire quels sont, par rapport aux éléments qu'on a vus sur la phase de pourquoi, en fait, quelles sont les pressions que vous avez aujourd'hui à y aller. Est-ce qu'il y a une attente de vos clients? Est-ce qu'il vous avez des pressions réglementaires? Est-ce qu'il y a d'autres types d'attentes internes ou externes? De sonder un peu vos marchés aussi, comment ils peuvent réagir, sur quel type d'action ils sont en attente. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir au mieux en fait choisir à la fois le premier produit que vous allez éco-concevoir et dimensionner au mieux votre projet. Avoir un niveau de dimensionnement de projet, une ambition qui soit en adéquation aussi avec les capacités de l'entreprise et les actions que vous faites déjà. Il y a des secteurs où ça va être, vous allez avoir énormément de pression, donc ça va être, vous allez toujours plutôt subir et devoir être au maximum à faire énormément d'actions. Et d'autres secteurs, vous allez avoir peut-être plus le temps d'anticiper. En tout cas, c'est vraiment bien d'adapter votre projet, le dimensionnement en tout cas du projet, son ambition en fonction du contexte et des enjeux de l'entreprise. Un élément important, c'est d'avoir la validation ou le soutien de la direction, puisque c'est un projet d'entreprise à un moment donné, même si on peut commencer au niveau juste d'une équipe, d'un périmètre réduit au démarrage, sur de la conception de produits, ça va concerner quand même l'entreprise, donc c'est important de les mettre dans la boucle et qu'ils valident le projet. Et l'autre conseil qu'on donne, c'est d'identifier un référent sur le sujet ou un binôme de référents et de constituer en fait petit à petit une équipe projet autour de ce référent qui va être plutôt transversal et pluridisciplinaire, puisque l'éco-conception, comme vous avez commencé à le voir avec le cycle de vie, ça va concerner à un moment donné les achats, mais aussi l'équipe commerciale, l'équipe marketing, l'équipe parfois innovation, la production. Enfin, du coup, c'est vraiment des projets très transverses dans les entreprises. Donc, c'est important que du coup les équipes soient mobilisées et informées de cet aspect-là. Bien sûr, du coup, pour lancer au mieux votre démarche, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner, notamment soit par des consultants externes, ou du coup, on a différents dispositifs à la Chambre de commerce et d'industrie, parce que vraiment, en fait, le bien réussir son lancement, c'est une condition de réussite aussi pour la suite de la démarche, qui sont des démarches de transformation dans le temps, qui sont souvent sur plusieurs mois, voire années, avant d'avancer. Et donc, en fait, peu importe le type de démarche que mène l'entreprise, ça peut être, il y a plein de façons de commencer. Là, j'essaie de vous résumer. Il y a soit vous prenez un produit et vous essayez de l'améliorer. C'était le cas de l'entreprise DGM, par exemple, qui avait pris, vous avez une photo avec une table de volet roulant, du coup, qui avait essayé de faire une table qui était moins impactante. Donc ça, c'est une approche produit. D'autres entreprises commencent en structurant en interne l'éco-conception dans la R&D, au niveau du marketing, du design, par exemple. C'était ce qu'avait fait le groupe ERAM en développant des outils internes. Ou parfois, on commence par trouver un outil pour scorer l'ensemble de nos références. Et c'est le cas de la démarche de MBPAC, qui va vous être détaillé juste après. Donc, MBPAC avait participé au programme Éco-Produire. C'est un programme qui est piloté par les chambres de commerce et d'industrie, mais avec le soutien de l'ADEME, et qui est réalisé aussi avec FinPlus et Eco-Design Studio. Aujourd'hui, il y a près de 25 entreprises qui ont suivi ce programme-là, et certains sont en cours de le suivre. Il y aura une prochaine promotion à l'automne. Donc, pour vraiment en fait commencer une démarche d'éco-conception et la faire sur un premier produit de A à Z pendant 15 mois, vraiment former un référent à la méthode dans le but que derrière, il soit autonome pour dupliquer le processus à d'autres produits. Et donc, on va avoir la chance maintenant d'avoir le témoignage de l'entreprise du coup MBPAC, donc on a Aurélie Cordet qui est responsable marketing et communication. Donc, bonjour Aurélie. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Bonjour Alan. Bon, et merci de ta participation. Donc, peut-être là, ça va être un exercice pour se replonger un petit peu dans le temps, puisque du coup, il y a 3 ans, vous étiez au stade un peu plus de 3 ans. C'était nos premiers échanges mars 2019, si je me souviens bien.
voilà, de se dire, est-ce qu'on pourrait peut-être faire de l'éco-conception? Comment ça pourrait se traduire? Donc, peut-être, comment vous avez entendu parler de l'éco-conception? Ce serait ma première question. Et pourquoi avoir choisi à un moment donné d'y aller sur ce sujet-là? Alors, clairement, pourquoi on a choisi d'aller sur une démarche d'éco-conception et d'intégrer le programme Éco-Produire, c'est parce que depuis pas mal de temps, en fait, on subissait beaucoup la réglementation, hein, tu l'as dit tout à l'heure, notamment les réglementations autour des lois anti-gaspillage, de Egalim, de loi de transition énergétique, croissance verte qu'on a depuis maintenant 6 ans, que je ne me trompe pas. On avait besoin, nous, de pouvoir être en capacité de mieux maîtriser ce qu'on mettait sur le marché, de mieux répondre du coup aux nouvelles aussi tendances des consommateurs, des demandes de consommateurs qu'on pouvait avoir. Et on s'est dit que le meilleur moyen en tout cas de pouvoir améliorer notre offre produit, c'était déjà de comprendre ce qu'on commercialisait et de maîtriser ce qu'on commercialisait. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que clairement on est rentré dans le programme Éco-Produire et dans cette démarche d'éco-conception. Super. Et donc concrètement, donc Éco-Produire, c'était sur 15 mois. Alors vous avez commencé en septembre 2019 et fini en fin 2020. Comment ça s'est passé concrètement? Qui est-ce qui a suivi le programme dans l'entreprise? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Comment on l'a vécu? Donc je reprends un petit peu ce que tu disais, c'était un choix partagé avec la direction. Parce que vraiment, hein, cette pression réglementaire nous pesait fortement. Donc, on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait qu'on transforme en tout cas notre offre. Donc, un vrai choix partagé. Et puis après, dans la partie opérationnelle, pour mettre toutes les chances de notre côté, on a porté le projet à deux, hein, le directeur achat et moi-même, pour pouvoir donc maîtriser l'offre produit et puis aussi travailler sur des potentielles innovations produits qu'on allait être amené à développer dans les années à venir. Donc voilà, c'était d'une part avoir une politique d'achat responsable et puis travailler sur tous les enjeux et les impacts environnementaux du cycle de vie de chaque produit. Donc, OK. binôme, voilà, très opérationnel, mais très efficace. C'est vrai que tout à fait. Et donc, quand vous avez commencé, vous n'aviez pas forcément de notion d'éco-conception, donc vous êtes formé, hein, c'est ça, au sein d'Éco-Produire. Comment ça s'est passé? Tout à fait, hein, on n'était absolument pas sensibilisés à cette pratique d'éco-conception. On venait pas, en plus, nous, ça faisait peu de temps, le directeur achat et moi-même, qu'on avait intégré l'entreprise. Donc, ça nous permettait aussi de rentrer un peu plus dans les aspects techniques et matériaux de nos produits. Donc, d'avoir cet apprentissage sur 15 mois, de comprendre comment étaient conçus nos produits, ça nous a super éclairés et ça nous a beaucoup appris pour l'un et pour l'autre, en fait. OK. Et donc, au sein d'Éco-Produire, donc vous avez mené un projet du coup plutôt alors ce qu'on va appeler scoring environnemental, dans ce que j'ai présenté. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ou peut-être représenter du coup. Oui, je vais représenter un peu l'entreprise. Voilà, un peu MBPAC et puis Voilà. Puisque depuis, il y a des suites aussi à ce projet-là, donc on va avoir différents éléments. En fait, juste pour resituer, alors je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Tac. Voilà. Donc en fait, juste pour resituer, MBPAC, nous, on est spécialisé dans l'emballage alimentaire à usage unique pour les métiers de bouche. Autant vous dire que c'est pas un secteur sexy et porteur, hein, on est générateur de déchets, clairement. En fait, il y a maintenant 3 ans, puisque c'était en 2019, on s'est dit qu'il fallait qu'on réinvente. Alors, j'arrive pas à passer les slides, par contre, je suis embêtée. Voilà. On s'est dit qu'il fallait qu'on redéfinisse un petit peu notre modèle et surtout de se dire qu'il fallait qu'on réduise en tout cas les déchets d'emballage qu'on mettait sur le marché. Donc, on s'est lancé en parallèle du programme Éco-Produire sur un projet d'entreprise avec une vision à 5 ans.
Et donc, on a redéfini un petit peu le métier d'MBPAC. Dans ce cadre-là, on l'a réécrit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on conçoit des solutions d'emballage, de transport et d'hygiène, donc innovantes, durables et surtout utiles, hein. Clairement, on va insister sur l'utile, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment accompagner nos clients dans des achats qui sont vraiment nécessaires, hein, et pas faire de l'emballage pour faire de l'emballage, en intégrant en fait tous ces aspects réglementaires, hein, qu'on vit depuis quelques années, du coup dédiés aux professionnels des métiers de bouche. Donc ça, c'est vraiment notre métier. On est aujourd'hui, juste pour reprendre en quelques chiffres clés, hein, on est 34 collaborateurs. On réalise 28 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2021 et on a aujourd'hui 1 millier de clients, hein, sur le secteur des métiers de bouche. On a une offre produit qui recense 850 références, hein, dans notre catalogue. Donc, on avait besoin de passer sous une grille de lecture qui soit issue quand même d'une ACV simplifiée, l'ensemble de notre offre, pour qu'on puisse être crédible et porter des messages derrière de pédagogie et d'information à nos clients, parce que nos clients ne sont pas forcément tous sur le même niveau de maturité par rapport aux enjeux environnementaux. Donc, on avait besoin, pour les informer, de pouvoir proposer une grille de lecture complète sur toute notre offre produit. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on a défini notre mission. Notre mission, c'est quoi? C'est de permettre à tous, du coup, en achetant nos produits, d'agir en conscience sur l'environnement. Et donc, clairement, quand on dit ça, c'est quelles sont les clés de lecture qu'on va aller donner à nos clients pour qu'ils puissent agir en conscience et acheter le bon produit au bon moment par rapport à leur usage. Donc, on a défini, dans le cadre du éco-produire, donc cet indice environnemental, pour très simplement, au travers de couleurs et de notes, leur donner voilà, une lecture simple de un produit qui a une fonction et un usage X versus un autre produit qui répond aux mêmes besoins et au même usage avec une note qui est un peu moins bonne, de le comparer très facilement en fait. Donc, pour ce faire, en fait, on a élaboré un système de notation, donc avec FinPlus et dans le cadre du programme Éco-Produire et du coup, sur la base impact de l'ADEME, hein, 12 critères environnementaux qu'on vient balayer et que vous avez sous les yeux. Donc, c'est vraiment les critères environnementaux majeurs du cycle de vie du produit, hein. Pour chaque produit, on va venir mesurer ces 12 critères à chaque fois. Faut savoir que sur le premier critère, le choix des matières, on s'est appuyé sur le logiciel donc, qui a été proposé dans le cadre d'Éco-Produire et qui s'appuie sur la base impact de l'ADEME. Donc, on est sur des données voilà, qui sont externes à nous et sur lesquelles on peut s'appuyer et on va venir travailler sur l'empreinte carbone de nos produits sur cette partie-là. Et donc, voilà, on a élaboré cette grille de notation qui nous permet de passer aujourd'hui l'ensemble des produits du catalogue dans cette lecture-là. Au-delà de ça, on s'est dit que ce n'était pas suffisant, nous, de se dire « Ok, on va avoir 850 produits avec des produits qui sont notés de A à F », en sachant que de toute façon, on avait été un peu dur avec nous-mêmes. Dans la première version de la grille de notation, dans la première version du catalogue qui était sorti suite à ça, on n'avait aucun produit qui était noté A, clairement. Et on a été plus loin en notant même l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on a noté l'ensemble de notre offre produit avec tous les volumes de produits mis sur le marché. Et on s'est noté nous-mêmes. Donc aujourd'hui, en 2020, on avait une note de D qui correspond à une note de 44 sur 100. Donc on n'avait pas la moyenne, hein, par rapport à l'ensemble de notre offre produit. Et on s'est fixé comme objectif, dans le cadre de ce projet d'entreprise-là, d'améliorer notre impact tous les ans au travers de l'indice environnemental.
Donc, c'est un challenge assez lourd pour nous tous les ans parce que il faut qu'on travaille avec l'ensemble de nos fournisseurs sur l'amélioration de la performance environnementale. Ça veut dire travailler sur des épaisseurs de produits, sur des complexages de matériaux, sur des origines de fabrication, sur l'engagement environnemental de l'usine de production, tout un tas de choses. Donc ça a été la première étape, travailler avec nos fournisseurs. Et depuis cette année, en fait, pour atteindre ces 10% d'amélioration, on engage nos clients dans cette démarche-là, puisqu'on a aussi noté nos clients au travers de l'indice environnemental par rapport à leurs achats de produits chez MBPAC. Donc, depuis cette année, en fait, nos clients ont aussi une note et on les embarque avec nous sur l'amélioration de cette note de 10% tous les ans pour améliorer ensemble notre impact. Voilà ce que je peux dire très rapidement, hein, l'indice environnemental. Alors, on pourra en parler un peu plus longuement. Mais voilà, depuis qu'on a lancé ce système de notation, on a du coup on a un outil de management aussi en interne hein, pour faire progresser en fait l'impact de nos produits. On travaille clairement sur l'éco-conception à chaque fois qu'on sort une innovation produit. On ne va pas aller travailler sur une innovation qui va être en dessous de la note moyenne MBPAC qui est de D+. Hein. Si cette innovation-là se trouve en dessous de cette fameuse note, on ne la sortira pas. Et puis, au-delà de ça, on vient encore plus répondre à une partie réglementaire, puisqu'on lance depuis cette année une offre carrément de réemploi qui vient du coup en accompagnement du coup de notre offre à usage unique. Hein. L'un et l'autre peuvent se mettre l'un à côté de l'autre, pardon, mais on ne vient pas forcément cannibaliser l'offre à usage unique. C'est plutôt d'améliorer l'offre à usage unique et à côté de ça, réduire encore plus notre impact et nos déchets avec l'offre de réemploi. Donc, si j'avais à donner un témoignage comme ça, enfin, avec un peu de recul sur le programme Éco-Produire, c'est de se dire que quand on commence, on ne sait pas trop où on va. On se dit, bon, ok, ça va. On peut se poser des questions, de se dire, est-ce que je vais vraiment y gagner à travailler sur cette démarche d'éco-conception? Et puis, petit à petit, en fait, il y a plein d'idées qui émergent, plein de projets qui émergent et qui font que clairement, nos offres se transforment, que ce soit nos offres produits, mais aujourd'hui, nous, on va sur de l'offre de services et de l'économie de la fonctionnalité. Donc, ça élargit énormément le spectre et c'est très riche pour l'entreprise, c'est très riche pour l'ensemble de nos parties prenantes aussi parce qu'il y a de l'échange, de l'engagement de tout le monde. Et vraiment, ces 15 mois de programme sont vraiment très inspirants, en fait, pour tout dire, parce que ça fait énormément progresser, en fait, les modèles économiques de nos entreprises. Donc, voilà ce que je peux en dire. Nous, après, plus largement, on a ouvert un peu plus le champ en allant sur des engagements plus RSE, puisqu'on a défini dans le cadre de notre projet d'entreprise d'autres engagements sur des aspects économiques, sociaux et sociétaux. Mais ça a été, on va dire, la pierre angulaire de notre projet d'entreprise sur les 5 ans là, qui se dessinent. Donc, très riche en fait de rentrer dans ce type de programme. Et puis, le partage d'expérience pendant ces 15 mois, les témoignages miroirs ou les échanges qu'on peut avoir avec les uns les autres sont vraiment riches d'idées. Donc,
Voilà ce que je peux vous en dire, en tout cas, du programme Éco-Produire. Et puis, de ce que nous, ça nous a apporté. Aujourd'hui, on n'est plus des vendeurs d'emballages à usage unique, mais on est plutôt des apporteurs de solutions. Donc, voilà, on ne se présente pas tout à fait de la même façon. Et on ne parle pas que de prix et de produits qui viennent de pays très exotiques. On favorise de la relocalisation de fabrication. Enfin, voilà, c'est complètement différent, en fait, hein. C'est totalement transformé grâce à ce programme. Alors, je ne sais pas si c'était très clair, mais… Si, parfait, merci Aurélie pour ce témoignage. En effet, on comprend, hein, du coup, il y a eu la participation au programme, et puis derrière, ça a continué, du coup, avec des nouveaux programmes, des nouveaux projets, que ce soit Boléro sur du réemploi, sur, du coup, de la RSE, du coup, avec l'engagement, un projet d'entreprise. Vous avez été d'ailleurs, bravo aussi pour toute la démarche, parce que vous avez été aussi certifié, vous avez reçu les trophées RSE en Pays de la Loire en 2022. Donc, on voit les suites derrière, hein, le programme aussi, c'est pas que le programme en lui-même, mais on voit que voilà, ça vous a permis à un moment donné, ça a été un élément, une pierre angulaire, hein, comme tu l'as dit. Peut-être un conseil si une entreprise qui hésite à se lancer ou qui a une question, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner Un conseil, je ne sais pas. En fait, c'est juste d'oser y aller. Quand on s'était rencontrés effectivement en mars 2019, au-delà d'un choix de la direction, on ne savait pas trop finalement où on s'engageait, mais on s'est dit que c'était quand même, il y avait quelque chose, une carte à jouer, donc on a osé se lancer, et je pense que dans le groupe, il n'y aurait pas que moi à dire que ouais, d'oser, ça permet effectivement de se transformer et puis de redonner du sens un petit peu aussi à tout ce qu'on produit et ce qu'on commercialise. Oui, parce que du coup, il y a des liens aujourd'hui aussi, c'est ça qui est très intéressant aussi dans votre secteur, dans votre secteur d'activité avec d'autres acteurs dans la région et au-delà. Et du coup, ça, c'est très intéressant aussi pour une entreprise d'échanger autrement aussi avec ses fournisseurs, ses partenaires. Et donc, donc, il y aura de nombreuses suites. Voilà, super, en tout cas, merci. Il y avait une question technique, mais je pense qu'on y a répondu. C'était sur l'outil. Juste peut-être bien repréciser, en effet, c'était base impact de l'ADEME pour la base de données, le logiciel EcoDesign Studio pour une partie, mais après, la grille des 12 critères, elle a été faite en utilisant vraiment une méthode d'éco-conception et validée aussi en lien avec FinPlus, hein, du coup, expert en éco-conception. Et c'est un outil propre à MBPAC, hein, voilà, qui a été fait selon les standards de l'éco-conception. Exactement. Et l'idée, c'est d'en faire un outil qui soit utile à d'autres acteurs de notre secteur d'activité là, dans les prochains mois. Donc, voilà, c'est aussi de pouvoir partager les bonnes pratiques derrière, quoi. Super. Oui, ça, c'est aussi génial aussi de voir derrière un peu une annonce aussi, mais voilà, de partager à d'autres, c'est intéressant parce que pour repréciser, dans votre secteur d'activité, il n'y avait pas de dispositif existant, hein, comme l'affichage environnemental dans le secteur du textile. Donc, du coup, MBPAC était obligé de créer son propre outil de notation interne, ce qui se fait, hein, on appelle ça de l'autodéclaration. Et donc, c'est comme ça que ça a été mis en place. Et du coup, en effet, on verra les suites derrière. S'il y a une ou deux autres questions, parce qu'après, je sais que tu as une contrainte, tu devras nous quitter. On peut prendre, s'il y a une question par écrit dans la conversation des participants, n'hésitez pas à les poser. On a quelques minutes pour. En tout cas, aussi, ce qui est intéressant de voir dans ce partage d'expérience, merci beaucoup, c'est aussi que ça s'adresse à toutes les tailles d'entreprise, hein, puisque MBPAC est une entreprise de 34 personnes, si je ne me trompe pas. Voilà, on avait aussi dans la promotion le groupe ERAM avec plusieurs centaines de milliers de personnes, ou des entreprises qui avaient 3-4 personnes. Donc, vraiment, l'éco-conception est accessible à tout le monde. Donc, une question peut-être de Sandra. Combien de personnes pour piloter le projet? 2. Voilà. 2. Mais il y avait 2 pilotes, voilà, bien investis. Après, il y a eu ce qui était très intéressant, et ça, c'est un conseil qu'on donne, mais une fois qu'on a commencé l'éco-conception, mais pour une partie, du coup, de ne pas hésiter à prendre soit des stagiaires, des alternants, en fait, sur des parties, parce que là, vous imaginez, il y a eu un travail très conséquent, hein, pour noter les 850 références. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre de la ressource externe sur ces
Et ça fait aussi des super sujets de stage ou d'alternance pour, oui, clairement. des jeunes. Donc, voilà, ça, je sais que ça a été le cas à un moment donné pour vous. Oui. Alors, comment vos clients ont-ils accueilli votre démarche? Eh ben, très bien, en fait, parce que on repositionne dès le départ, en fait, nous, dans la présentation, la mission, hein, enfin notre raison d'être, pardon, qui est de réduire, avec eux, hein, les déchets d'emballage. Donc, enfin, quand on pose ça dès le départ, ils peuvent être que d'accord. Donc, après, on a juste, nous, à dérouler clairement la présentation et les critères, et ça se passe très, 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 très bien, en fait. Ils ont tous forcément, ils ont tous envie d'aller réduire leur impact et d'améliorer aussi leur com là-dessus. Donc, c'est vraiment, enfin, le fait d'avoir aussi défini cette raison d'être à côté, cette mission, ça accompagne énormément aussi la démarche qu'on a pu mener, quoi. Donc, c'est pas évident parce qu'effectivement, on n'a pas des notes, enfin, c'est objectif, hein, c'est pas des notes, on aurait pu se faire plaisir et mettre tout en A et tout en B. C'était pas le but. Le but, c'est vraiment de s'améliorer, et ils sont très, très ouverts au fait de vouloir s'améliorer avec nous. Super. Il y a une autre question. Comment intéresser les collègues s'ils n'ont pas agi dans le groupe de pilotage? Ah, Former, non? c'est ça, former, sensibiliser aussi sur d'autres aspects environnementaux. Alors, nous, on mène d'autres actions en interne, hein, mais on fait des ateliers en interne sur tout ce qui est lié au climat, à l'empreinte carbone des collaborateurs. Enfin, en fait, tout ça fait que ça accompagne un petit peu l'embarquement des autres dans le sujet. Donc, il y a aussi tout un volet de sensibilisation sur les enjeux climatiques, environnementaux qui nous entourent. Il n'y a pas que ça, pour le coup. Ça fait partie, j'imagine, d'une stratégie RSE, là, de sensibiliser un peu tous les autres Ouais, collègues. c'est ça. Clairement. Il y a une autre question. Que vous a concrètement apporté cet accompagnement dans la démarche? Ah bah, on a tout appris, en fait, puisqu'on on a tout découvert, hein. Clairement, si on l'avait fait, on ne voyait pas comment le faire autrement. Et puis, l'accompagnement de Think+, qui sont vraiment experts sur le sujet, l'appui du logiciel aussi qui nous est mis à disposition, qui s'appuie sur la base impact de l'ADEME, plus tous les échanges, en fait, avec les autres entreprises. Enfin, c'est ça aussi qui fait avancer la réflexion et qui nous a permis d'arriver à ce système de notation-là. On l'a pas identifié, nous, dès le départ, hein, cet indice environnemental, enfin, la volonté d'aller sur cet indice environnemental. C'est au travers des différents ateliers qu'est née cette idée, hein. Donc, on n'aurait pas pu sortir ça du chapeau tout seul, ça, c'est sûr. Super. Et une dernière question, et après on te libère. Vos 12 critères ont-ils tous le même poids pondération? Je ne sais pas si tu veux y répondre ou si c'est peut-être confidentiel. Alors, ils n'ont pas tous le même poids pondération. Pourquoi? Parce que nous, sur le cycle de vie d'un produit, la partie matière, je rejoins un petit peu ce que présentait Alan tout à l'heure, c'est ce qui est le plus impactant, en fait, pour nos produits. Donc forcément, alors je ne sais plus, il y a 4 ou 5 critères qui sont liés sur la partie matière. Ceux-là, forcément, ont un poids plus important, en fait, dans la note que la phase d'usage qui, chez nous, en fait, n'est pas forcément la plus impactante dans l'ensemble du cycle de vie. Donc, voilà. Mais ça, ce choix-là a été voilà, travaillé aussi avec Think+, et parce qu'ils sont experts sur ces domaines-là et parce qu'on a fait une analyse sur notre secteur emballage de ce qui était pertinent ou pas, en fait. Super. Merci encore de ce témoignage, Aurélie. Voilà, il y a une personne qui te remercie. Et du coup, je te laisse y aller. Je sais que tu as eu un autre engagement derrière. Merci encore. Très bonne journée à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.
Du coup, pour continuer de notre côté, alors je vais juste repartager l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, c'est bon? Ouais, ok, super. Donc maintenant, vous voulez vous représenter les différents dispositifs d'accompagnement. D'ailleurs, il y a une question, peut-on encore participer à la nouvelle session à l'automne? Oui, bien sûr. Donc, il y a une session éco-produire qui va être ouverte, va être lancée courant octobre ou début novembre. On n'a pas encore la date de lancement, mais donc ce sera à l'automne. Et donc, en fait, il y a un formulaire de candidature. Alors, je crois que sur le site, il y a un problème technique, il ne fonctionne plus. J'ai fait revérifier tout à l'heure, malheureusement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail après le webinaire. Vous avez nos contacts pour qu'on vous indique tout ça, mais il reste encore quelques places. Donc, pour vous présenter les dispositifs d'accompagnement à l'éco-conception, en fait, la CCI, c'est notre rôle de vous aider à amorcer et vous lancer sur le sujet. Donc, on propose des actions pour vous faire découvrir le sujet, comme aujourd'hui, mais aussi des dispositifs d'orientation jusqu'à l'accompagnement avec l'opération Éco-Produire. Toutes ces actions d'animation sont soutenues par l'ADEME en Pays de la Loire. On a un dispositif qui peut vraiment vous aider à amorcer votre démarche. C'est vraiment son objectif. Ça s'appelle EVAL Éco-Conception. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à voir justement vos pressions, vos opportunités à y aller, quels sont les enjeux environnementaux de vos produits, identifier quelques pistes d'action et donc clairement de faire le point finalement sur les opportunités et vos capacités à intégrer l'éco-conception. Donc, c'est un rendez-vous sur site qui dure 2 heures pour faire un premier diagnostic et puis on fait une restitution par visio. Ensuite, derrière, une demi-heure à 1 heure. C'est vraiment l'objectif de lancer, d'initier. C'est vraiment ça, d'amorcer l'éco-conception, de vous rendre compte qu'est-ce que ça pourrait donner dans votre entreprise. Et donc, on a encore la possibilité d'en faire quelques-uns en 2022. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, surtout qu'en 2022, cet accompagnement, dans le cadre des soutiens financiers qu'on a, est offert aux entreprises en Pays de la Loire, donc pris en charge par l'ADEME et les CCI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Autrement, si vous voulez vous former sur le sujet, on propose des matinées techniques. Les prochaines auront lieu à Laval. Je sais qu'il y a des entreprises de Mayenne qui sont présentes aujourd'hui. Donc, mais c'est ouvert aux entreprises de tous les Pays de la Loire, n'hésitez pas. Donc, avec 3 demi-journées de montée en compétences, c'est vraiment des ateliers pratiques. Donc, la première sur l'évaluation environnementale, la plus technique. La deuxième sur comment on structure une démarche d'éco-conception, l'intègre à sa stratégie. La troisième sur la communication environnementale, comment prendre la parole sur l'environnement en évitant un petit peu l'écueil des greenwashing comme on a pu le voir. Donc, vous avez les liens d'inscription si besoin. Et en ce moment, donc, il y a de nombreux dispositifs financiers de l'ADEME pour vous aider à l'éco-conception des produits et des services, donc que ce soit via Tremplin, donc, qui arrive un peu en bout de course, il n'y a plus trop de financement, mais avec un autre dispositif qui est disponible jusqu'à la fin de l'année, l'éco-conception de produits et de services, vous avez le lien là. Et donc, si vous faites notamment le programme Éco-Produire, vous bénéficiez de ce dispositif-là, ce qui fait qu'il y a un coût vraiment qui est très réduit en ce moment pour les entreprises. Donc, en faisant Éco-Produire, vous bénéficiez des financements ADEME. Donc, c'est un dispositif sur 15 mois. Là, vous avez donc, comme je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, les entreprises, donc, vous voyez, de toute taille et tout secteur d'activité qui ont commencé l'éco-conception avec ce dispositif. MVPAC faisait partie de la première promotion régionale. Il y avait eu d'autres promotions avant, mais pas régionales. Et donc, qu'est-ce que c'est Éco-Produire? C'est sur 15 mois. Il y a 4 étapes. Donc, en commençant en novembre 2022, vous finirez en mars 2024. Et donc, c'est vraiment une démarche complète d'éco-conception sur laquelle vous êtes guidé, comme l'a expliqué tout à l'heure l'entreprise MVPAC. Donc, avec la phase de diagnostic, la phase d'évaluation environnementale, où on vous met à disposition l'outil Eco-Design Studio, qui est développé par Altermaker, qui utilise du coup la base de données base impact de l'ADEME. On va chercher des données ailleurs si besoin. Et avec l'accompagnement de l'agence FinPlus en expertise en éco-conception, donc de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a 8 entreprises qui partent en même temps sur l'éco-conception et donc il y a beaucoup d'échanges et c'est ça qui permet vraiment de nourrir et d'enrichir vos démarches puisque les entreprises apprennent beaucoup les unes des autres
en voyant du coup ce qui se passe dans les autres entreprises, en s'échangeant des bonnes pratiques, en trouvant des solutions pour d'autres. Donc cette partie échange collectif est aussi souvent est vraiment très appréciée et c'est un des points forts du dispositif Éco-Produire. Donc vous avez la page avec toutes les informations ici si vous souhaitez y participer. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on échange avant pour qu'on sache si ce programme peut vous correspondre également. Il nous reste quelques minutes, il reste des questions pour vous répondre. En tout cas, on peut prendre 2-3 minutes. Et on avait, en tout cas, on a le temps que vous formuliez vos questions dans la conversation, juste peut-être quelques questions en sondage à vous de poser pour terminer. Donc, suite à ce webinaire, en tout cas, on espère que ça vous donnait quelques clés en fait pour vraiment mieux comprendre l'éco-conception et peut-être vous donner envie d'oser y aller, pour reprendre les termes d'Aurélie Cordet de MBPAC. Donc, savoir si vous étiez en réflexion ou souhaiteriez intégrer l'éco-conception dans votre entreprise. Oui, c'est en cours en 2022. Certains, est-ce que c'est en projet? Et d'autres, est-ce que ce n'est pas prévu pour l'instant? Voilà, pour qu'on ait un peu vos informations. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous aurez les contacts aussi de tous les... On est plusieurs conseillers CCI dans chaque département, du coup, à pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. Vous aurez les contacts de tout le monde à la fin. Et c'est important que vous puissiez les identifier. Donc, on est là pour vous aider, vous renseigner à trouver les dispositifs et les façons d'avancer qui correspondent le mieux à vos entreprises. Éco-Produire est-il ouvert pour des entreprises en création? Alors, ce n'est pas fermé, mais le mieux, c'est quand même avoir vraiment une entreprise qui est déjà en activité avec un produit qui est déjà, une activité qui est déjà posée. Un MVP qui est déjà bien avancé. Donc, ce n'est pas forcément le dispositif que je conseillerais en création d'entreprise. Il y a peut-être d'autres dispositifs à aller solliciter. Est-ce une formation proposée par toutes les CCI? Alors, nous, dans la région, c'est des dispositifs qui sont ouverts à toutes les entreprises. C'est un dispositif régional. Donc, c'est toutes les CCI qui le proposent, mais c'est coordonné de façon régionale. On s'organise entre nous. Et donc, du coup, Éco-Produire a été repris en Grand Est. Si vous êtes peut-être dans d'autres régions. Et ça s'appelle Mixing Durable, le programme. Mais c'est le même format qu'Éco-Produire. Ils ont repris notre format. Et pour l'instant, c'est les deux seules régions où il y a ce type de programme. Et une dernière peut-être question, voilà, c'était si vous souhaitiez être recontacté, comme ça on ait les informations. En tout cas, merci pour vos réponses à la précédente question. Merci pour le retour positif. Et OK, en tout cas, merci d'avoir répondu et il est pile 15 heures, donc voilà, en tout cas, je vous propose, s'il y a encore quelques questions, on peut les prendre. Enfin, moi, je peux rester quelques minutes connectée. En tout cas, merci à tous de votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui. C'était un premier temps, sur l'éco-conception. Du coup, vous avez les contacts de tous les collègues dans la région si vous voulez aller plus loin pour voir ce que ça pourrait donner dans votre entreprise. Je sais que certaines sont connectées, donc si vous voulez allumer votre webcam pour que vous soyez identifié. Donc, en tout cas, en Sarthe, c'est Angélique Barré que vous pouvez contacter. En Mayenne, c'est Lorraine Mounichi. En Loire-Atlantique, c'est Michel Delcroix-Fialex. Et en Vendée, c'est Stéphanie Martin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les CCI. C'est vraiment notre mission de vous aider à amorcer ces sujets de transition écologique. Donc, merci à tous de votre participation. Ah, vous ne pouvez pas allumer. Ah, ouais, désolé. en fait, désolé, je suis en train d'autoriser tout le monde. Voilà. Donc, merci à tous de votre participation. Voilà, vous avez les collègues. On est à votre disposition pour répondre à vos questions en Pays de la Loire sur ce sujet de l'éco-conception. Et autrement, je vous propose de clore ce webinaire et je vous souhaite à tous, du coup, une très bonne fin de journée et au plaisir d'échanger avec vous sur le sujet bientôt.
Merci à tout le monde.